Un sujet, deux points de vue. Agora. Rajendra Kumar Pachauri a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix, conjointement avec Al Gore, pour son rôle à la tête du GIEC, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Le commissaire européen Karel de Gucht, en charge du développement et de l'aide humanitaire, l'a accueilli jeudi dernier à Stockholm à l'occasion des Journées européennes du développement. Les deux hommes en ont profité pour confronter leur point de vue à l'approche de la grande conférence internationale sur le climat en décembre à Copenhague. Changement climatique et développement, quelle réponse mondiale? Tel est le thème de cette édition d'Agora. Nous sommes à une cinquantaine de jours de la conférence de Copenhague. Mais bon, on ne résout jamais les problèmes 50 jours avant une conférence. Donc je pense qu'il n'est pas seulement important que nous soyons optimistes sur la question, nous devons aussi faire des efforts pour parvenir à un résultat à Copenhague. Nous, l'Europe, nous sommes vraiment prêts à ça. Et ce que nous devons faire dans les prochaines semaines, tout d'abord, c'est de nous mettre tous d'accord dans l'Union européenne sur le fardeau que représente le partage du financement du monde en voie de développement, puis deuxièmement, mettre la pression sur les participants pour arriver à de véritables négociations, parce que plus nous attendons, plus compliqué sera le problème. Eh bien, je suis optimiste mais prudent. Je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent, même s'ils ne font pas la une des journaux, même aux États-Unis. Le sénateur John Kerry était avec nous lors d'un événement que nous avons organisé le 1er octobre. Il est très confiant dans le fait que quelque chose va se produire avec l'examen du projet de loi sur l'énergie propre qu'il a présenté au Sénat. Et ces derniers jours, il y a eu quelques changements très intéressants. Je pense que le rôle des États-Unis est absolument essentiel à la réussite de Copenhague. Et l'Europe peut également jouer un rôle extrêmement important, diplomatiquement parlant, tout comme le Japon, parce que je crois que sans les États-Unis, à la table des négociations, les chances de réussite sont fortement diminuées. Quelle est la responsabilité du monde développé vis-à-vis du monde en voie de développement, et plus particulièrement les pays les moins développés et les plus vulnérables en ce qui concerne par exemple la politique industrielle? Parce qu'il pourrait y avoir une certaine tendance selon laquelle notre industrie développe des activités préjudiciables au changement climatique, en particulier dans ces pays. Ça, c'est un exemple. Un autre serait la déforestation. Les entreprises, oui, des pays développés, sont actives dans le secteur. Donc je pense que l'Europe, ainsi que les États-Unis, devront se focaliser sur l'impact extraterritorial de leur législation. Ce que je veux dire, c'est que nous aurons à réglementer les activités de nos propres entreprises dans ces pays. Je pense qu'il est aussi important que l'Afrique, qui fournit une quantité importante de minéraux, une part considérable des ressources en hydrocarbures, obtienne des retours importants et soit capable d'en faire le meilleur usage. Et je dois dire que le dossier n'est pas très équilibré sur ce point. Si vous prenez le cas du Nigeria, qui exporte du pétrole depuis très longtemps, je ne suis pas très sûr que la richesse générée ait été utilisée efficacement. Donc je pense que nous devons créer des capacités dans ces pays. L'adaptation au changement et aux atténuations climatiques vont de pair avec une croissance économique durable en Afrique. Parce que s'il n'y a pas de croissance économique en Afrique, alors ce sera un flux continu de dons. Et ce n'est pas une bonne base pour résoudre un problème qui va nous poursuivre pendant des dizaines d'années, si ce n'est pas des centaines. Il nous faut une base solide pour cela. Puis-je soulever un autre problème? C'est toute la question du changement de style de vie. Voilà, c'est quelque chose qui met les gens mal à l'aise parce qu'ils pensent que les changements de style de vie impliquent d'abandonner toutes les bonnes choses que le développement nous a données jusqu'à présent.
Mais si tout le monde se met à imiter et à suivre les mêmes styles de vie que dans le monde développé, ce ne sera pas viable. Non, ce ne sera pas possible. Et le Mahatma Gandhi avait bien raison quand on lui demandait s'il ne voulait pas que l'Inde atteigne le même niveau de prospérité que la Grande-Bretagne. Il répondait « Il a fallu à la Grande-Bretagne la moitié des ressources de la planète pour atteindre ce niveau de prospérité. Alors combien de planètes seront nécessaires à l'Inde ? Alors voilà, nous devons donner l'exemple pour que le reste du monde sente bien qu'un changement s'opère dans les pays développés. Permettez-moi de vous donner un exemple très intéressant. Il y a des forces de maintien de la paix au Darfour et l'on s'est rendu compte que la nappe phréatique a baissé de 8 mètres en quelques années. Pourquoi ? Parce que les Européens et les Américains utilisent plus d'eau en général. Il y a là un problème fondamental parce que si tout le monde sur la planète se met à utiliser autant d'eau que nous, que les Européens, que les Américains, cela ne peut pas être viable. Et c'est la même chose pour l'air conditionné. On a froid aux États-Unis et en Europe, on pense qu'il faut faire pareil, et on commence à avoir froid dans certains endroits d'Europe. Oui, c'est pareil en Asie, ça a commencé à prendre des proportions énormes en Asie. Ce n'est pas une question de continent, c'est une question de prospérité. Par exemple, les Indiens sont aussi prospères que les Européens et ils vivent, ils dépensent, ils ont le même impact sur le climat que nous. En fait, c'est pire. Ils sont bien pires à certains égards, parce qu'ils n'ont pas les restrictions sociales que vous avez. Donc, ce sont vraiment des fous furieux en termes d'habitudes de consommation. Et je pense vraiment que nous avons besoin d'apporter quelques changements sur ce point également, dans le monde entier, et donc bien entendu également aux États-Unis. Il est très important de prendre ce genre de mesures pour mobiliser les gens. Sans mobiliser la population, on n'obtiendra jamais de solution. C'est vrai. Psychologiquement, je pense que c'est très important et je crois que sur ce point, l'Europe a de nouveau été en avance sur tout le monde. Les réseaux de transport sont très étendus ici. Aux États-Unis, ils sont totalement absents. Je pense qu'en créant ces infrastructures, vous apportez un investissement public général. Exactement. Vous apportez des changements dans les styles de vie qui autrement ne seraient pas possibles. Par exemple, vous avez des villes comme Houston au Texas où tout le monde utilise sa voiture car on ne peut pas faire autrement. Et des grosses voitures. Oui, d'énormes voitures. Mais ils ne peuvent plus en vendre, c'est un autre problème. Oui, tout à fait.